attention. Allez, super. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est le seul chapitre où je vous demande de prendre manuel en même temps. On va lire des choses ensemble et je vais vous les expliciter. Donc c'est page 14. Ok. En fait, là, bon, vous avez vu comment décaler l'état de conscience, je dirais de façon cartésienne, comme n'importe quel type de courant en hypnose ferait qu'on décalerait l'état de conscience. C'est-à-dire qu'on commence à avoir d'autres informations qui viennent, en tout cas, même ne serait-ce que par rapport au corps et à la sensation du corps. Même sans parler de spiritualité ou autre chose. D'accord ? Là où on en est maintenant, on est comme au bord d'aller dans de l'information qui sortirait en gros de ce qu'on connaît vraiment là de notre réalité présente. D'accord ? Si jamais il y a des questions, vous n'hésitez pas à m'arrêter. Donc il y a des notions. J'ai des. Comment on appelle ça ? Des injections et des caméras. Oh merde. Il y a 3 paramètres qu'on va devoir aller explorer et qui sont importants au moment d'avoir des notions. D'accord ? Si c'est des choses qui vous passionnent, n'hésitez pas à aller voir le livre donc, de la physique de la conscience de Philippe Guimand qui rassemble pas mal de théories sur ces sujets-là. D'accord ? En gros, la conscience, le temps et les informations quantiques, ça va être les 3 thématiques qu'on va aller explorer. Donc, pourquoi j'ai mis ça à l'intérieur, c'est que je me suis moi-même posé des questions sur qu'est-ce qui se passe en fait quand je fais de l'hypnose régressive. Parce que bon, la physique quantique, je m'intéresse à plein de choses, mais sur le moment, c'est pas vraiment vers ça que je suis allée en fait. Mais il s'est passé des choses assez incroyables durant mes séances. Il y a le cas de la personne qui donc, a été comme guérie de l'endométriose, je vais en parler tout à l'heure. Et puis il y a aussi des interactions dans la matière qui se passaient après les séances des personnes que je recevais. Je vais vous citer un cas. Il y a un homme qui vient me voir d'un certain âge pour faire une séance. Et bon, pour le coup, c'est sa fille qui lui avait dit de venir me voir. Mais il était quand même engagé. Hein. Il était dans le processus, il me dit mais c'est ma fille avec qui je m'entends bien. Elle m'a dit vraiment tu devrais aller la voir cette personne. Donc moi je viens, je suis curieux. D'accord, la curiosité c'est chouette parce qu'il avait envie. Parce qu'il était fâché avec une autre de ses filles. Depuis plus de 20 ans en fait, il était en procès avec elle. Puis lui il était plutôt serein en fait, c'est-à-dire qu'il me disait moi je comprends pas pourquoi elle réagit comme ça. Dès lors où il y a du matériel, du financier, elle devient en colère et puis du coup là pour une histoire de maison, des gens qui avaient beaucoup de patrimoine en fait. Pour une histoire d'une maison, elle s'est complètement braquée et puis elle a ouvert une procédure de justice. C'était 10 ans en arrière. Et là, on est complètement bloqué, on ne peut plus lui parler directement. Et il n'y a que nos avocats qui peuvent échanger entre eux. Et il me dit c'est lourd pour moi, pour mon épouse. Et puis il me dit là j'en suis à me dire, je vais essayer de comprendre. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'invisible entre nous. Il me dit je suis même prêt à croire au karma, à la réincarnation. Alors que ce n'était pas quelqu'un qui était vraiment à la limite ouvert à ça au début. Mais il me dit si ça peut m'aider et à comprendre au moins la situation. Il en était juste à vouloir comprendre. Juste ça. Donc du coup, on décale l'état de conscience, comme vous savez faire maintenant. Et puis, on part en fait de ce qui est là pour aller voir ailleurs ce qui se joue entre lui et sa fille. Et puis, on va explorer une mémoire qui avait l'air d'être de l'ordre du karma, une vie antérieure, où du coup, c'était du conflit, ça se passait mal, il y avait un point de rupture, et puis il finissait par plus se voir. Je ne peux plus vous reciter exactement le récit, mais en tout cas, il y avait eu un point de rupture dans une autre vie, vous finissez par se fâcher et plus jamais se revoir. Et donc là, dans ce qu'on comprenait, c'est que ça avait l'air de se répéter dans cette vie. Et donc, il y avait quelque chose à intégrer et à nettoyer. Qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, il est allé lui parler. Ouais. Sa fille, c'était la même que dans son autre vie ? Alors, les liens de parenté, je ne pourrais plus dire exactement ce que c'était. Je ne sais même pas s'ils avaient les mêmes situations qui étaient la même. Non, la même situation. En fait, si tu veux, la situation était que conflit, point de rupture, ils ne se voyaient plus. Je ne pourrais plus trop dire exactement le contexte, mais en gros, c'était ça. Ce qu'on a fait, c'est que du coup, en transe, il est allé parler à l'être qui était sa fille dans cette autre vie, en fait. Il est allé lui parler, comme là, vous avez appris, vous, à vous adresser à votre partie inconsciente pour le moment, ou à vous adresser à d'autres parties. On en est là pour le moment. Lui, il est allé parler à cet être-là. Comme, par exemple, la personne hier s'adresse à son épaule, vous voyez ?
on est dans une dissociation. Bah là, c'est de la même manière. Donc il allait lui dire, écoute, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as ressenti, et il y a eu comme, je dirais, un pardon qui est arrivé à ce moment-là. Et donc ils se sont pris dans les bras, donc avec l'être qui était sa fille hein, dans l'autre vie, et il y a eu énormément d'émotions, et quand il est revenu de cette expérience, déjà il était un peu waouh, je pensais pas qu'il allait y avoir autant d'émotions, et puis bah, je me sens mieux, il y a quelque chose de plus léger, et potentiellement, en effet, bah, je vis ça dans ma vie actuelle avec ma fille, parce que dans une autre vie, il y a déjà eu ça. Il est reparti avec ça, d'accord. Il part de mon cabinet et une semaine après, je reçois un mail en objet, était écrit en majuscule incroyable. Là, je fais ok, qu'est-ce qui se passe? Je lis le mail, il me dit écoute Vinciane, je suis complètement sous le choc. Je viens de recevoir un mail de l'avocat de ma fille qui me dit qu'elle est d'accord pour arrêter potentiellement la procédure et se remettre dans une procédure en tout cas à l'amiable. Et elle serait même OK pour du coup échanger en présence de nos avocats, mais que physiquement on puisse se re-rencontrer. Il me dit c'est incroyable. Il me dit je peux croire au hasard, mais là c'est trop gros en fait. C'est-à-dire que je me demande à quel point ce qu'on a fait n'a pas impacté en fait notre relation là dans le présent. Et j'avoue que moi aussi j'étais un peu sous le choc quand il m'a raconté ça. Ça c'est un exemple. Alors derrière je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais en tout cas il y a eu à un moment donné ce rassemblement et ce changement. Ça a ébranlé quelque chose en fait dans notre présent là aujourd'hui. Ensuite, je peux vous citer donc le cas de cette personne qui vient parce qu'elle a de l'endométriose. Alors là, c'était la première fois que quelqu'un venait me voir pour cette pathologie-là. Après, j'en ai eu une série, je suis devenue un peu comme spécialiste de la personne de l'endométriose. Alors qu'en fait, j'y connaissais pas grand-chose. Elle vient me voir, elle me dit bon bah moi je viens voir pour comprendre pourquoi j'ai ça. Parce que bah, déjà, tout ce qu'on me donne comme traitement, ça me soulage, mais c'est pas incroyable non plus. Je reste tout le temps douloureuse. Une semaine par mois pendant mes cycles, je suis alitée. Je dois rester chez moi, donc je suis en arrêt maladie. Donc c'est très compliqué pour moi dans ma situation professionnelle en fait, hein, d'arriver à garder un job. Ma vie sociale, elle est hyper impactée. On parlait même pas de la vie sentimentale, je crois que du coup c'était le néant. Et puis elle n'en pouvait plus de souffrir en fait, c'était une catastrophe. Je crois que la seule chose que les médecins lui proposaient, c'était carrément de lui retirer l'utérus. Mais vu que c'est une personne qui avait à peu près 20 ans, bah, du coup elle avait quand même l'idée à un moment donné d'avoir des enfants, mais c'était un vrai dilemme, c'était très compliqué. Et elle me dit, bah, je viens vers toi parce qu'en fait je crois que tu es la seule chose que j'ai pas encore essayé. Elle avait tout essayé, toutes les thérapies alternatives. Et là, dans ma tête, clairement, je me dis, mais waouh, comment je vais faire ça? Enfin, faire si j'avais quelque chose à faire d'ailleurs à l'époque, mais je me suis dit qu'est-ce que je peux lui apporter en fait, je sais pas du tout ce qui va se passer. Bon, bah, je suis mon protocole, hein, je décale l'état de conscience, on se connecte à donc sa partie sage, et puis du coup on passe une porte, ce que vous allez apprendre à faire après, l'induction de passage en fait, c'est-à-dire d'aller se connecter à la mémoire, et là elle se retrouve comme dans la Seconde Guerre mondiale, en fait, elle était juive et donc du coup elle se voyait en train de se faire violer par un soldat allemand. Donc du coup, clairement sur le moment, émotionnellement c'était très intense, hein, elle a vécu vraiment la chose hyper intensément. Alors après, en hypnose, on a des techniques pour du coup dissocier vraiment l'idée que de la souffrance entre guillemets. Hein. Alors c'est toujours, la plupart du temps c'est impressionnant quand la personne vit la chose. Mais elle reçoit l'information de l'émotion, l'information de la souffrance. Elle n'est pas vraiment en souffrance. Souvent, c'est les projections du praticien qui font penser que la personne est en souffrance. Et vous allez potentiellement, vous, avoir tendance à vous affoler au début, alors qu'en fait, il faut garder son sang-froid, simplement lui dire, je te rappelle que là, tu es simplement en train de recevoir l'information qui est en train de remonter de l'inconscient à la conscience, et que c'est en train de s'intégrer. Mais à tout moment, si tu le souhaites, tu peux prendre de la distance par rapport à ce que tu vis, même potentiellement sortir du corps de la personne que tu es dans cette autre vie, pour prendre un peu de distance, voilà, que ça soit plus confortable. Juste quand vous dites ça, la personne, elle respire mieux et tout va mieux, d'accord? Et là, l'idée, c'était d'aller rencontrer l'être qu'elle était dans cette autre vie, qui du coup a subi ce viol, et en même temps qu'elle rapportait ce qui se passait, elle avait d'énormes sensations dans le bas-ventre. Dans son présent, dans mon cabinet. D'accord? Donc l'idée c'était d'aller faire ce processus de nettoyage que je pense que j'ai été inspirée à un moment donné, à force de vivre des choses comme ça, de me dire qu'est-ce qui se passe? En effet, là ça bouillonne, et ben on va aller faire circuler l'énergie, hein, en fait, pour aller évacuer justement ces mémoires-là. Donc du coup, en faisant circuler l'énergie, elle est sortie de là, elle avait eu chaud et tout, c'était
c'était vraiment très intense. Je crois qu'elle allait se coucher d'ailleurs. Et quand elle est revenue, elle m'a rappelé le mois d'après. Elle me dit, écoute, c'est assez incroyable, j'ai mes règles, j'ai pas de douleur, je peux aller au travail. Alors moi qui suis quelqu'un de très cartésien, je lui dis, waouh, ok, c'est génial, très bien, bah écoute, tiens-moi au courant, appelle-moi le mois prochain en fait, on va voir comment ça se passe. Et elle a été complètement libérée de ses douleurs pendant 9 mois, cette personne. On s'appelait tous les mois, on avait notre petit rendez-vous. Pourquoi 9 mois? Aucune idée. Parce qu'il y a des choses qu'en fait, on ne sait pas encore ce qui se passe. Mais au bout de 9 mois, elle m'a dit, il y a des choses qui reviennent. Et ce qui était assez incroyable, c'est que au scan qu'il lui faisait à chaque fois, en fait, il y a toujours, ça se voit l'endométriose. Je ne sais plus exactement si c'est scanner, je ne sais plus exactement, ou si c'est un examen interne, je ne sais plus comment. Mais en fait, la gynéco lui avait dit qu'il n'y avait plus de traces d'endométriose à la suite de la séance. Alors, ce qui est étonnant dans ce genre d'expérience-là, c'est que parfois les médecins ne savent pas ce qui se passe. Une fois, j'ai un médecin qui m'a appelé, qui m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites en fait? Parce que il se passe des choses incroyables. Bonjour. Bonjour. Ok. Merci. Voilà. Bonne journée, merci. Il se passe des choses incroyables et puis du coup, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il y a une personne qui, on lui avait retiré un ovaire et donc du coup il en restait un. Et en fait cet ovaire s'est remis en route après une séance d'hypnose aussi, régressive. Et on avait nettoyé des mémoires au niveau du féminin et donc du coup le médecin m'avait appelé en me disant écoutez, c'est rarissime quand l'ovaire se remet en route d'une certaine manière, enfin, l'activité ovarienne quand il reste un ovaire. Et je lui ai dit écoutez, je ne peux pas vous expliquer réellement, ce qui se passe c'est qu'on décale l'état de conscience et en fait on va nettoyer des mémoires en lien avec ce que la personne vit dans son présent. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Tout ça pour vous expliquer qu'à un moment donné, je me suis dit, mais quand même, la notion du temps là-dedans, il y a quelque chose qui est à explorer. Parce que comment est-ce que dans un cabinet, on va explorer une mémoire avec quelqu'un qui est justement à l'autre bout de la planète, en reprenant l'exemple du monsieur là, avec sa fille, et que du coup, ça change le comportement de sa fille. Il y a bien une connexion quelque part qui se passe. En explorant une mémoire, dit comme dans le passé, on change un état présent en lien avec une personne qui n'était même pas au courant qu'il se passait cette séance. Commence à faire pas mal de mystères tout ça. Ça va jusque-là? Si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Hein. Ok? C'est pas parce qu'il y a le truc. Et du coup, tout à l'heure, tu as dit, moi je suis. Comment tu as dit? T'es cartésienne. Comment tu peux te dire que t'es cartésienne avec tout ce que tu vois maintenant? Parce que ça permet de garder les pieds sur terre à un moment donné. De se rattacher à ce qu'on connaît de la science. Après, ça ne veut pas dire que ce qu'on ne connaît pas n'existe pas, mais c'est encore des choses qui restent à explorer. Mais ça permet de garder un point d'encre, en fait, et de sécurité aussi. Tu vois, déjà parce que je suis thérapeute, donc si je commence à croire en tout ce qu'on me dit sans aller vérifier des informations, me dire attends, c'est quoi la source de ce qui se passe là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. D'accord? Et donc du coup, on peut croire à tout et on n'a plus de discernement. Et c'est difficile d'encadrer des personnes après qui viennent elles-mêmes avec leur propre chaos. Qu'elles viennent avec du chaos en elles si on ne leur propose pas une base à un moment donné au minimum sûr et sécure. C'est pour ça que je garde ce fil d'Ariane là, et puis clairement parce que dans ma famille il n'y a que des médecins et des scientifiques, et je pense que j'ai grandi là-dedans aussi. C'est grâce à ça qu'on en est là aussi, c'est de chercher à comprendre et tout, qui fait qu'aujourd'hui on a plus de compréhension aujourd'hui par toutes ces sciences qu'avant. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas du cartésien, parce que sinon, c'est haut. Oui, on reste complètement perché. C'est deux énergies en fait, de toute façon. Et l'idée, je pense que c'est d'être bien enraciné au sol pour aller plus loin dans les étoiles. C'est ça, de savoir revenir et de faire des allers-retours entre les deux. C'est pas toujours évident, hein. Il y a des gens qui sont beaucoup plus de base dans l'énergie ancrée, tu vois, et qui auront plus de mal à aller développer cette partie éthérée. Et puis il y a d'autres personnes qui arrivent beaucoup plus éthérées qui du coup ont du mal à s'ancrer. Ça cause différentes problématiques entre guillemets, mais il n'y a pas de bien, pas de mal si tu veux. Je pense que l'équilibre c'est au mieux de savoir naviguer entre les deux zones. Et après c'est le pourquoi faire. D'accord? En tout cas, je me suis penchée là-dessus et j'ai connu par synchronicité donc Philippe Guillemant, qui est donc un ancien physicien du CNRS qui travaillait dans l'intelligence artificielle. Donc lui, il a exploré comment recréer des neurones, en fait. Et donc dans l'histoire, il a commencé à se poser la question sur qu'est-ce que la conscience? Est-ce qu'on peut créer une conscience, en fait, à travers des neurones artificiels? Il a commencé à se poser ce genre de questions. Je vous la fais un peu rapide, hein, mais c'était ça.
Et donc la place de la conscience. D'où provient la conscience d'ailleurs? Est-ce qu'elle est générée par le cerveau ou est-ce qu'elle vient d'ailleurs? Et le temps, hein? On ne sait pas vraiment. Ah, ça dépend comment on voit les choses. On va explorer, d'accord? Il y a des expérienceurs qui rapportent donc des faits qui sont incontestables pour le coup, qui pourraient nous faire penser tout de même fortement que la conscience serait extraneuronale, tu vois. On va explorer ça en détail. Et puis la notion de temps, en fait. On se rend compte que plus on s'écarte par exemple de la Terre, plus le temps devient complètement différent. Là, vous pouvez regarder le film Interstellar, vous allez comprendre exactement ce que Faut que je le regarde. donc, en gros, là, tout ce dont je vais vous parler, c'est appuyé des travaux donc, de Philippe Guimand, de Carl Gustav Jung et de Roger Penrose, d'accord, que des scientifiques. Rien de perché. Alors, excuse-moi. Il y avait Interstellar et l'autre c'était quoi? Inception. Inception. La réalité. Alors déjà, le cerveau, ce qu'il faut savoir, c'est que notre perception de la réalité, on a commencé à en parler un petit peu dans les premiers jours, mais elle est comme erronée, parce que du coup, toutes les informations là que vous percevez, il n'y a qu'une infime partie qui va être conceptualisée par la conscience. Donc on peut imaginer déjà toutes les autres informations qui ne sont pas conceptualisées que vous perdez. Vous voyez ? Donc après, il y a le comment vous êtes construit au fur et à mesure de votre existence qui fait que vous allez plutôt sélectionner des informations et les retenir plutôt que d'autres. Vous voyez ? On peut imaginer, ne serait-ce que dans cette pièce, on a 6 façons de percevoir la réalité. D'accord ? Il y a aussi quelque chose qui n'est pas sûr, on ne sait toujours pas, c'est comment l'information arrive en fait jusqu'au cerveau, le cheminement. On ne sait pas encore comment ça se fait ça. Et c'est complètement inconnu par la science. Le cheminement, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça arrive et puis ça se transforme et c'est conceptualisé? On ne sait pas. On sait aussi que l'image arrive à l'envers et que du coup, à l'intérieur du cerveau, elle est remise à l'endroit. Donc déjà, ne serait-ce que par rapport à la perception de la réalité, il y a quand même déjà quelque chose qui est un peu mystérieux. Ne serait-ce que par rapport à ça dans l'environnement. Ça va pour ça? La conscience extraneuronale, la fameuse. Bon, alors après, il y a deux courants. Il y a les scientifiques qui sont plutôt dans le paradigme matérialiste, qui pensent, eux, que le cerveau produit la conscience. D'accord? On vit, on meurt, le cerveau s'éteint, la conscience s'éteint avec le cerveau. Premier courant. D'accord? Il y a un autre courant où du coup, on se dit que la conscience, eh ben, elle provient peut-être d'ailleurs. Et qu'elle serait, en fait, finalement, extraneuronale. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'elle est à l'extérieur du cerveau, mais que le cerveau, lui, serait plutôt le récepteur de la conscience. Je vais vous donner une image très simple, la radio. Imaginez le cerveau, c'est une radio, et en fait, on change les fréquences, vous voyez? Et la radio, du coup, reçoit des informations d'une antenne ailleurs, on est d'accord. Donc la conscience serait plutôt l'antenne. Ok? Qu'est-ce qui nous ferait dire ça en fait? Quelles sont les expériences ou les faits où on pourrait se dire tiens, bah, finalement, cette conscience, elle est ailleurs? Bon, déjà, il y a un peu tous les exemples que je vous ai cités tout à l'heure. Si on se dit que c'est pas relié au hasard, on peut se dire que du coup, il y a quelque chose qui s'est connecté à l'extérieur, entre la conscience de cet homme qui est venu faire une séance d'hypnose, qui a connecté à une information, on ne sait pas trop où, et qui aurait eu un impact sur le comportement de sa fille. D'accord? On peut imaginer ça. Ou alors c'est le hasard, on ne sait pas. Est-ce que l'intuition a un lien avec la conscience? Ouais, on va y venir. D'accord. Il y a aussi toutes les expériences des EMI, des gens qui vivent des expériences de mort imminente. D'accord? C'est pas juste ah bah je suis sortie de mon corps et j'ai vu plein d'êtres et je suis rentrée. Il y a ça, mais il y a aussi des gens qui sortent de leur corps, qui vont se balader dans un hôpital et qui rapportent le numéro de série de la table qui est en dessous dans une autre pièce et qui ensuite est vérifié par quelqu'un d'autre. Comment est-ce que là on peut mettre ça sur le dos du hasard en fait? C'est pas possible. Enfin, je veux dire à un moment donné, j'ai envie de dire que ça n'est pas possible. Elle est où la frontière entre le voyage astral et l'expérience EMI? C'est un peu pareil, non?
on peut imaginer que c'est pareil, sauf que l'EMI, c'est quand même qu'il y a une mort corporelle en fait. Hein. À un moment, ton cœur s'arrête. Hein. Voyage astral, ton cœur, il s'arrête pas. Mais c'est la même expérience quasiment. On peut imaginer que tu prendrais le même chemin, ouais. En tout cas, là, l'idée, c'est de comprendre ça. C'est juste simplement de se dire, les gens qui pensent que la conscience est produite par le cerveau, qu'est-ce qui fait qu'en fait, ils ne prennent pas en considération tous ces témoignages-là qui sont relatés par ces gens qui ont fait des EMI et qui rapportent des faits incontestables. Ou des gens, pour citer donc les voyages astro, les sorties de corps, Aurélie, Nicolas Fraisse, qui du coup, lui, depuis qu'il est enfant, sort de son corps, va visiter des gens qu'il connaît, hein, avec son esprit, enfin, sa conscience part, il va visiter des gens qu'il connaît, et puis ensuite il revient dans son corps, il les appelle et ils font tiens, qu'est-ce que tu faisais sous la douche à telle heure ou, parce qu'il sait exactement ce qui se passait dans un autre lieu en fait. Donc il rapporte des faits qui sont vérifiables. Et d'ailleurs, ça a été, et ça l'est toujours, il est toujours en expérience avec Sylvie Détiolaz, qui est une docteure en biologie, en Suisse, et ils lui font faire des expériences. Hein. Ils le mettent dans un appareil comme ça, et puis ils observent ce qui se passe aussi dans son activité cérébrale en même temps qu'ils font des voyages. Ça, c'est je vous ai donné le titre du livre, hein, c'est aux confins de la conscience. Attends, je cherche le titre. Aux confins de la conscience, pas aux confins, c'est... Je vous redirai tout à l'heure. Mais en fait, si vous mettez confins de la conscience, Nicolas Fraisse, Sylvie Détiolaz, vous allez retrouver. D'accord? Donc en gros, nous, en hypnose régressive, on va plutôt partir du principe que la conscience est extraneuronale, puisque on change les fréquences, comme vous l'avez appris, on ralentit les fréquences, et on va aller se connecter à d'autres informations qui ne sont pas issues de ce présent-là, mais ailleurs. Tu peux répéter? La conscience. Ouais, c'est tout. En hypnose régressive, c'est quoi? Ouais, c'est tout écrit au cas où, enfin, je veux dire, sois sereine. C'est tout dans le manuel, mais je peux te redire si tu veux. En hypnose régressive, ouais, on part du principe que la conscience, elle est plutôt extraneuronale. D'accord? Gardez l'idée de la radio, qu'on change les fréquences. Ok? Mais dans la vie de tous les jours, parce que là, en hypnose, on va se brancher sur une autre fréquence. Oui. Et donc, dans la vie de tous les jours, est-ce que tout le monde est branché sur la même fréquence ou pas du tout? Enfin... On peut imaginer ça. Moi, je pense que quand on fait de l'hypnose régressive, par exemple, on change de façon... si tu veux, c'est directif, on sait qu'on va changer les fréquences, donc on porte toute son attention là-dessus, et c'est ce qui se passe d'ailleurs. Par contre, dans la vie, on a nos fréquences qui changent tout le temps. Mais c'est pas forcément voulu. C'est pas forcément fait exprès, tu vois, si tu veux. C'est comme ça que parfois, tu as des moments de forte intuition qui arrivent et c'est spontané en fait. Et tu contrôles rien, c'est waouh! Putain, mais c'est comme là, je vous parlais de ce consultant que je suis, ça faisait 1 an et demi que je l'avais pas vu. J'ai cette pensée, tout à coup, il est dans mes pensées, en fait, il vient. J'ai l'intuition d'eux, Aurélie. Il y a l'intuition d'eux. Et tout à coup, cette personne-là, alors ça fait 1 an et demi qu'elle ne m'a pas contacté, me contacte 5 minutes après. D'accord? Là, on peut imaginer hein, que mes fréquences cérébrales se sont ralenties d'une certaine manière, que mon cerveau, à l'idée d'une radio, a capté une fréquence envoyée par moi ou lui envoyée vers moi, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est connecté, qui a fait que tout à coup, on peut parler de télépathie. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se connectent plus ou moins bien. C'est leur fréquence qui s'attire. Certainement. Je ne pourrais pas te dire oui, c'est comme ci, c'est comme ça, mais on peut imaginer que, en tout cas. Dans l'idée que le hasard n'existe pas. Ou en tout cas qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Mais en tout cas, là, on est dans de l'information qui est hors espace-temps, finalement. D'accord? L'idée, là où on en est là, c'est simplement... Je pense que l'image de la radio est assez intéressante parce que, du coup... c'est exactement ça, on change les fréquences et puis on reçoit de l'information qui est différente. Ça va? Ok. Ah oui, j'ai fait une phrase qui peut être intéressante. Bon, la conscience est extraneuronale, on va le lire ensemble si vous voulez, page 15. Certains pensent encore que la conscience est produite par le cerveau, ce que je vous ai expliqué, hein, ce qui est de mon point de vue un non-sens par rapport à ce qui est avancé par la science actuelle sur la théorie du temps et de l'espace dans laquelle notre conscience ferait partie intégrante de ce tout. Le cerveau est le navigateur qui récupère de l'information sur le terrain. Ça va.
Le cerveau est le navigateur qui récupère de l'information sur le terrain, donc là c'est tout ce que vous voyez autour de vous. Et la conscience, elle, conceptualise ces informations pour en faire sa perception de la réalité, en sachant qu'elle en perd une partie, comme je vous disais. Ceci devient de l'information quantique. Et ces informations ne sont pas impactées par la mort. Parce que du coup, un peu comme une antenne, votre conscience va relayer l'information sur un autre plan. D'accord? C'est encore mystérieux là où ça va. D'ailleurs, certains physiciens comme Robert Lanza ou Thibaut Damour pensent que la conscience est immortelle. D'accord? Là, je vous cite des physiciens pour montrer qu'il y en a qui sont aussi penchés là-dessus. On va lire ensemble la définition de l'âme du point de vue de la physique. Et là, c'est donc Philippe Guimand qui a fait cette définition. C'est intéressant de voir comment un physicien pose une définition sur le concept de l'âme, quand même. L'âme est un système d'informations immatérielles de la conscience. Ces informations ne sont pas sujettes à une évolution mécanique, c'est-à-dire qu'elles évoluent hors du temps et de l'espace. Elle est capable d'assurer la vie du corps et d'évacuer son excédent d'entropie, c'est-à-dire qu'elle évacue le désordre, ce que l'on pourrait nommer l'énergie vitale. L'âme survit à la mort physique. L'âme serait le corps immatériel de la conscience au même titre que le corps est son véhicule matériel. C'est une définition qu'il faut lire bien sûr plusieurs fois pour vraiment en savourer l'essence. D'accord? Donc c'est normal que là, ça fasse comme quelque chose qui est là comme ça en moment. Ça va pour vous, ça? Je trouve que la différence entre âme et conscience reste assez vague, en tout cas à mon sens. Pour toi, c'est vague encore? Ouais. On peut imaginer, par exemple, que la conscience, là, c'est en gros tout ce qui a trait à ta personnalité. On va voir après par la suite comment ça se matérialise, ça va être plus simple, tu vas voir. Non, je dis la conscience, je veux dire l'inconscient. Ah, d'accord, je comprends. Oui, du coup, il y a un moment donné, Pardon. ça fait le conscient et la conscience. Ok. La conscience, à mon sens, je dirais que c'est l'ensemble. Pour moi, c'est la psyché, en fait. C'est tout ce qui habite, en fait, là, ton corps, tu vois. Mais à ne pas confondre seulement avec le conscient, parce que ça serait réducteur pour la conscience d'être seulement conscient. D'accord? C'est vraiment l'ensemble, en fait. Mais c'est bien que tu le poses la question. Ok, ça va pour ça jusque-là? L'idée, c'est déjà de comprendre l'idée de la conscience extraneuronale. Là où on en est, c'est de comprendre que nous, on se base sur ce postulat-là, en fait, en régression. D'accord? Si on est dans l'autre catégorie, rien n'est possible. C'est-à-dire que nous sommes juste ce que l'on perçoit là. À la fin de la mort, tout s'éteint comme une machine et il ne reste plus rien. C'est compliqué. Ce qui est intéressant pour vous de comprendre ce que je vous raconte là, c'est que vous allez pouvoir l'expliquer à des gens qui vont venir vous voir, l'idée de la conscience extraneuronale. Parce que les gens ils vont avoir besoin de comprendre un minimum qu'est-ce qui se passe quand on va avoir une mémoire transgénérationnelle ou karmique. En fait, finalement, comment vous faites ça, quoi, ou sur quoi vous reposez votre technique ou votre méthode. Qu'est-ce qui marche quand vous faites ça? Enfin, un minimum, en gros. Vous allez leur dire, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, mais tout de même, appuyer sur des expériences de MI, et c'est des milliers et des milliers de témoignages d'expériences de mort imminente. Les gens en parlent de plus en plus, mais il y a 20 ou 30 ans, les gens n'osaient pas en parler, en fait. Alors qu'il y a énormément de personnes qui font des sorties de corps à un moment où soit il y a une grande peur. D'ailleurs, on peut parler un peu de ça, ça serait intéressant. Il y a des expériences de mort imminente qui arrivent au moment où, par exemple, la personne a très peur, il y a un traumatisme qui arrive, la personne est sidérée. D'accord ? Il y a des gens qui sortent de leur corps, comme ça, spontanément, parce que la conscience pense que c'est la fin de la vie. On pourrait imaginer que c'est ça. Donc la personne sort, il y a une expérience mystique et elle revient. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que tous les gens qui ont vécu des EMI ne reviennent jamais de la même manière qu'ils étaient avant. Ils développent des trucs un peu... Ben, comment tu peux croire à quelque chose? Enfin, tu vis quelque chose qui te donne une autre réalité. Enfin, ouais. Les gens, en général, changent de vie. Ils ont une autre perception de la vie et de la mort. Et ils sont beaucoup plus sereins. Et la plupart n'ont plus peur de la mort. Donc, en tout cas, ce qu'on sait,
d'après les témoignages, c'est que c'est une expérience qui est transformatrice. C'est qui le professeur là qui parle de ça déjà? Il y a un grand professeur, c'est un médecin et du coup... Docteur Charbonnier. Merci. Le docteur Charbonnier a écrit un livre sur la conscience extraneuronale qui explique bien les choses aussi. Ouais. L'idée, c'est déjà de comprendre ça et de pouvoir dire aux personnes, vous allez accompagner, voilà ce qui se passe. Et on sait que quand on ralentit les fréquences du cerveau, bah, c'est des fréquences qui sont similaires à la médiumnité, similaires à toutes les expériences mystiques qu'on peut vivre. Et c'est là où tout à coup, bah, l'esprit critique, lui, étant tellement poreux qu'il laisse passer des informations et ça ouvre au changement. Ça va, ouais. Ok. Déjà, si vous avez compris ça, là, c'est super. Okay. La conscience quanto-gravitationnelle. Donc c'est Roger Penrose, physicien et mathématicien, en collaboration avec le médecin anesthésiste Stuart Hameroff, qui émet l'hypothèse que la conscience serait de nature quanto-gravitationnelle et qu'elle permettrait une réduction des états quantiques dans le cerveau. Réduction orchestrée de façon non locale. J'explique. J'ai utilisé une métaphore pour expliquer ça. Si notre conscience est l'instrument de musique, imaginez la conscience, un instrument de musique, alors nos fréquences cérébrales seraient la musique qui se mettrait en corrélation avec les fluctuations du champ quanto-gravitationnel. D'accord? On va expliquer. Dont notre futur dépend. De façon plus simple, j'ai tendance à prendre la métaphore donc de la radio pour expliquer cela à mes consultants. Okay, je compare la conscience à une radio qui va capter une station particulière jusqu'au moment où on va changer les fréquences. Alors, c'est d'autres informations qui arrivent. J'explique. Conscience, l'instrument de musique. Nos fréquences cérébrales, donc, c'est la musique, d'accord? Ça fait des ondulations. Quand on change ces ondulations-là, alors, il y a de l'information qu'on capte d'ailleurs. C'est ça qu'on va appeler les fluctuations du champ quanto-gravitationnel. Et donc là, quand on aligne, nous, nos fréquences cérébrales à ce champ-là, là, alors arrive de l'information. Vous changez les stations de la radio, et donc du coup, ça change de musique, on est d'accord. Vous changez d'ambiance. Ben là, c'est la même chose. Ça va? S'il y a des questions, vous m'arrêtez. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc du coup, quand on a compris ça, on sait déjà à peu près comment ça fonctionne par rapport à nous, à ce qui se passe là, et avec quoi on pourrait se connecter, avec quoi on se connecte derrière. Et puis, eh ben, il y a la notion du temps. Nous, on a la sensation que le temps, en fait, il est linéaire, d'accord? Dans notre illusion du temps, dans ce qu'on perçoit du temps. Il y avait hier, il y a aujourd'hui, puis il y a demain, et aujourd'hui, donc du coup, c'est ce qui est réel dans notre perception, le passé n'étant plus, et le futur n'est pas encore réalisé. C'est à peu près ça, hein, ce qu'on ressent du temps. Vous êtes d'accord? Ok. Albert Einstein, lui, dit « La distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion, aussi tenace soit-elle. » D'accord? Donc finalement, ce côté linéaire-là n'est pas. C'est ce qu'on pense, mais ça n'est pas. Et quand on travaille avec la conscience, on va vite se rendre compte, avec tous les exemples que je vous ai cités, finalement que, bah, en effet, il y a quelque chose qui n'est pas exactement comme on le perçoit. D'après la théorie de l'espace-temps issue de la relativité d'Albert Einstein, nous considérons que le futur existe déjà. Le passé est encore là et le futur interagit avec le présent. C'est-à-dire que toute action dans le présent a une répercussion dans le futur et dans le passé également. Cela ouvre la perspective que le passé ou le présent puisse changer sous l'influence du futur. Tout cela à travers notre conscience. Et là, ça commence à être intéressant. En tout cas, challengeant pour nos petits cerveaux en 3 dimensions, n'est-ce pas? Ça me paraît logique. Moi, dès que je lis des trucs comme ça, c'est... Exactement. C'est eureka, non? Comment nous, on va comprendre ça à travers l'hypnose? Comment, par exemple,
notre passé peut encore agir sur notre présent là maintenant. Quand on accompagne quelqu'un dans la vie en hypnose ou même aujourd'hui, tu vois, dans l'apprentissage, hier, tu sais, quand je me permets, je peux me permettre de citer. Ouais, ok, tu peux me dire non si jamais. Mais c'est vrai que c'est tellement large. Et si elle a eu cette émotion où tout à coup, au moment dans l'apprentissage, c'est non, mais attends, en fait là, je sais plus ce que je fais là, en fait. Je sais pas si je vais continuer, je sais pas si. C'est comme si là j'étais au tableau et que je devais réciter une poésie et en fait je me sens humiliée, je me sens pas à ma place. Ok? Là je lui ai demandé, mais attends, mais qui parle à l'intérieur de toi? Ah bah ouais, mais qui t'a demandé là dans ton présent de réciter une poésie, tu vois, et d'être au tableau? Ah bah ouais, non. On s'est douté que c'était plutôt l'être qu'elle était dans le passé, là, qui était en train de lui parler dans le présent en fait. Hein. Ok? Donc, que le passé est encore là, ça paraît logique pour vous, puisque c'est l'être qu'elle était potentiellement il y a une vingtaine d'années, qui est en train de lui parler dans son présent, et qui en plus de ça interagit dans son présent, puisque bah, elle a presque envie de s'en aller. Quoi. On se dit, ça serait peut-être intéressant de faire un voyage dans le temps, d'aller parler à l'être qu'elle est dans le passé, et on peut se demander si on va rassurer, ou je ne sais pas de quoi elle aurait besoin pour ne pas faire de projection, mais si on parle à l'être qui est dans le passé là, qu'on lui donne tout ce dont elle a besoin, en tout cas pour qu'elle soit confortable et qu'elle ne se sente plus humiliée, alors comment est-ce que dans son présent, Laetitia, elle va réagir? Ok. Donc on imagine que si on ralentit les fréquences cérébrales de Laetitia, qu'on les met en corrélation avec le champ quanto-gravitationnel en lien avec son passé, on se connecte à la ligne temporelle du passé qui existe encore et qui interagit avec son présent, on change l'information là-bas, ça va encore interagir sur son présent, et donc automatiquement ça va interagir sur son futur qui existe déjà, mais potentiellement un futur où elle est restée dans l'information, parce qu'elle se sent plus humiliée. Mais par contre, le futur où elle se sent humiliée, qui est en lien avec ce passé-là, il existe aussi où elle se sent tellement humiliée qu'elle a quitté la formation. Et là, on est sur une autre ligne temporelle. Où du coup, clairement, ça va encore impacter ses choix et puis sa vie, quoi. Parce que finalement, si elle quitte cette formation, peut-être que sa vie n'aura rien à voir, sans dire que ma formation est exceptionnelle. Mais c'est juste que ça va de toute façon impacter. Le GPS recalcule la direction. Le passé envoie une information au présent. Ouais. Pour créer le futur qui existe déjà en fonction du présent. En tout cas, des êtres de toi dans ton passé envoient de l'information, que tu conscientises ou pas d'ailleurs. Bah ouais, parce qu'en fait, finalement, il y a plein d'informations qu'on ne doit pas conscientiser. Tu vois, là, on en a parlé ensemble hier. On peut imaginer potentiellement que tu aurais conscientisé toi-même que c'était une part de toi dans le passé qui venait de dire ça, ou pas. Peut-être même que tu serais resté dans ton illusion de c'est ça mon présent, en fait, sans te dire qu'il y a quelque chose dans ton passé qui venait t'embêter là dans ton présent, tu vois. Là, on peut imaginer à quel point tous les choix qu'on a fait dans notre vie, à un moment donné, n'étaient pas finalement des choix de nous dans le passé. Si on parle là-dessus, tu vois. Et c'est l'émotion, en fait, c'est grâce à l'émotion qu'on a l'information du passé. Exactement. L'émotion est en fait le porteur de l'information. Tu peux répéter? L'émotion est le porteur de l'information. Et de ne pas s'identifier à l'émotion qui est tout de suite maintenant, qui ne fait pas ce qu'on est là tout de suite. Exactement. Fait que, enfin, observer l'émotion. Qui parle à l'intérieur de toi, en fait, à chaque fois? Je dirais que la question, c'est qui parle à l'intérieur de toi? Qui porte cette émotion? Tu vois? Et là, donc, du coup, ça demande de poser de la conscience, et j'en parle dans mon niveau 2 de Philippe Guillemant, c'est encore reposé sur ce que raconte Philippe Guillemant, mais est-ce que je parle de ça maintenant? C'est un petit peu comme ça. En gros, la conscience a besoin de temps pour pouvoir conscientiser tout ça. Comment elle va pouvoir prendre le temps? Par de la méditation, par de l'hypnose, par fermer les yeux, ralentir les fréquences cérébrales.
Si tu prends pas le temps, alors la conscience n'a pas le temps. Donc du coup, c'est très bien montré dans son schéma, mais c'est très étriqué. Ce qui fait que tu auras la sensation dans ton conscient, en fait, de ne pas avoir le choix. De jamais être maître, en fait, Exactement. de soi. Comme là, par exemple, je prends encore ton exemple qui est très parlant, mais c'est en gros, je suis piégée dans ma sensation d'être humiliée. Je ne peux pas rester, je vais m'en aller, mais de toute façon, je n'ai pas le choix, en fait. C'est comme ça, tu vois. Et donc là, ta conscience est comme piégée, en tout cas dans son présent, qui est interagi par son passé. Alors que si tu élargis, si je continue, je vis dans le passé tout le temps. Voilà, exactement. Mais finalement, très peu de personnes, on peut imaginer très peu de personnes ont cette conscience-là. C'est pour ça que les grands méditants, des personnes qui prennent énormément le temps de méditer sur leur perception intérieure, élargissent le temps de la conscience. Plus la conscience est élargie, plus elle reçoit des multiples choix, des multiples potentialités qui sont envoyées par, en tout cas en provenance de l'espace-temps là-haut, là. Et puis ça vient par rapport à ces lignes temporelles. D'accord ? Donc en fait, en hypnose régressive, c'est ça qui se passe. La personne vient avec son problème, elle a certainement, majoritairement dans le temps, elle n'a pas eu le temps d'élargir son temps de conscience parce qu'elle n'a pas le temps, parce que la vie fait que. Et puis en méditation, peut-être qu'elle n'arrive pas à élargir ce temps-là, qu'elle n'arrive pas à faire le tri. Et donc elle vient vers vous pour vous lui permettre en fait de ralentir ces fréquences du cerveau, se connecter, je répète encore, à ces fluctuations du champ quanto-gravitationnel et d'aller voir dans tout cet espace quantique quel est l'être qui pose souci, entre guillemets. Là, on parle d'un être de toi dans cette vie qui interagit là. Et maintenant, si on commence à se dire que on a plusieurs vies et que le temps n'existe pas, alors il y a plusieurs lignes temporelles. Ça va ? Il y a plusieurs informations hors espace-temps. Donc il y en a 4, je vais vous les citer. Il y a l'information du vide, c'est l'énergie noire. Le vide contient de l'information quantique. C'est pour ça que quand je vous dis dans le rien, il y a toujours quelque chose. Le vide et le rien, c'est pareil. Ah, alors, non. Néanmoins, quand la personne, tu sais, dans une séance te dit « je vois rien, je ne sais rien », en fait, il y a quelque chose tout de même. Oui. Il y a de l'information. Mais c'est pour ça, en gros, si vous arrivez à garder la foi, parce qu'il faut avoir la foi, en fait. Il faut. On parle de quoi là ? Je ne vais pas dire il faut, mais... On parle de pendant sa séance en anglais. Oui, exactement. Mais c'est bien parce que je mets en parallèle deux choses. C'est pour ça que ça a créé un peu de chaos par là-bas. C'est normal. Quand la personne dit je vois rien, je sais rien, alors explore le rien. Qu'est-ce qu'il y a dans le rien ? Parce qu'en fait, on sait qu'il n'y a pas rien. Il y a de l'information. Mais le tout, c'est d'arriver à connecter à une station. La conscience doit arriver à trouver la station. Mais des fois, c'est un peu brouillé. Des fois, ça fait... Et tout à coup, ça parle. Il faut juste chercher, entre guillemets. Il faut tourner le bouton. D'accord ? L'information quantique, c'est de l'information non manifestée qui vient hors de l'espace-temps et l'information du futur en lien avec la théorie de l'espace-temps, la gravité quantique. Bon, tout ça, je ne vais pas forcément y développer. C'est à titre informatif. Si jamais vous voulez savoir plus de choses là-dessus, lisez La physique de la conscience en version illustrée, c'est magnifique. Puis il y a un truc sur Netflix sur l'infini. Enfin, il y a des personnes qui, si on parle du rien, de l'infini, ça les excite à l'idée. Enfin, non, ça les excite pas. Il y en a, ça fait peur. Et il y en a, c'est waouh. Ouais. Et du coup, comment on perçoit ça ? Est-ce que ça fait peur ou est-ce que c'est excitant ? De toujours savoir qu'on sait rien et d'avoir toujours... Ça se finit jamais. Ils prennent les nombres, justement, comme exemple où il n'y a jamais de fin. C'est là où c'est peut-être intéressant, je rebondirai aussi sur ce qu'a dit Aurélie, pour ne pas perdre la face, en fait, dans tout ça. Ce qui est important, c'est toujours partir de ce qui est là dans l'état présent. Tu vois ? Alors après, oui, c'est l'intérêt qu'on va porter à tout ça. Mais nous, si on y ramène dans l'hypnose régressive et la manière dont on accompagne les gens, c'est toujours OK. Donc là, tu es là, en fait. Hein, d'accord ? Tu t'appelles Séverine. On est là ensemble dans ce centre de formation. Les ratifications aident à ancrer la personne. Hein. Et là, à aujourd'hui,
C'est quoi qui te pose problème, toi, là, maintenant? C'est quoi la sensation qui est pénible? On part de l'état présent. Donc ça enracine. Pour ensuite, ok, donc là, il y a ça, j'en sais rien, on va inventer un truc, hein, mais il y a ce mal-être à l'intérieur de toi que tu sens, qui est là, c'est dans le ventre, tu vois, c'est une boule noire, on ne sait pas ce que c'est. Ok, ferme les yeux. Déjà, ça ralentit les fréquences du cerveau. Porte ton attention sur ça. Qu'est-ce que ça vient de dire? On met un peu de transe, ratification, suggestion, comme vous savez le faire. On ralentit toujours les fréquences du cerveau. Et à un moment donné, à force de questionner ce qui est là, en fait, qu'est-ce qui se passe au niveau de la conscience? Ça se connecte à un champ quanto-gravitationnel qui est en lien avec le signal ici. Et donc, du coup, il y a de l'information qui arrive. Et après, dans le présent là, il faut entraîner la personne à arriver à recevoir l'information, pas raviver l'esprit critique pour pas que les fréquences du cerveau, elles reprennent trop d'ampleur, parce qu'elles reprennent trop d'ampleur, on perd la connexion. C'est une histoire de connexion à chaque fois. On perd la connexion, c'est pas grave, on remet de la transe, on reprend la connexion. Les fréquences, elles ralentissent, d'accord? Si elles ralentissent, du coup, l'information arrive. Mais l'idée, voilà, pour pas se perdre en généralité, c'est toujours de partir de ce qui est là, la symptomatique en fait. Ouais. Question. Pour revenir à l'information du vide, le rien, je vois rien, et le rapport avec la spiritualité, d'où la fameuse question, vous croyez en quoi, enfin, c'est quoi votre religion, votre croyance, machin, ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Voilà, tu parles dans trop de concepts. Ouais. On peut en reparler de ça si tu veux. On peut rester une vie ici entière. Parce que c'est vrai qu'on fait face à des gens qui viennent te voir en hypnose parce que on leur a dit que ça faisait du bien, mais sans aucune croyance, juste par découverte, parce que j'ai tout tenté et que je vais pas bien et que je viens vous voir en dernier recours. Ouais. Et si ce gars-là, il a aucune croyance, qu'il ne croit en rien, pour moi l'approche est difficile. Eh ben, il va falloir à un moment donné lui expliquer, relater par exemple, tu vois, ce genre d'expérience-là, donc la conscience potentiellement serait extra-neuronale, mais c'est appuyé par des faits, par des témoignages. D'accord? Puis si jamais la personne elle est absolument complètement fermée à ça, c'est déjà étrange qu'elle soit venue te voir, parce que quand même c'est... Ouais, mais il y en a. Tu vois, il y en a, mais c'est pas grave. Alors on va partir de ce qui est là pour la personne. Tu vas partir de sa souffrance, de son mal-être, de ce qu'elle exprime en fait. Et tu vas faire énormément de ratification en reprenant exactement ces mots. Et elle vivra une transe. Et ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas connectée quelque part à quelque chose, mais là on ne sera juste pas consciente. Et c'est, à la limite on s'en fout, c'est pas grave. Ce qui est important c'est que la personne... Est-ce que tu penses que quelqu'un qui n'a pas de foi, il peut être connecté quand même? C'est ça. C'est ça que je viens de te dire là. Ouais. C'est que justement, en fait, elle ne sera pas forcément consciente qu'elle a connecté à quelque chose. Mais par contre, ça sera descendu. Et ce qui est important, c'est que la personne, elle trouve un chemin pour aller mieux. Pas forcément qu'elle soit persuadée qu'elle est connectée à une ligne temporelle dans notre processus, d'accord? On reste quand même des accompagnants, donc ce qu'on veut, c'est ça. Maintenant, là, c'est dans l'idée d'expliquer, tu vois, le côté mystique et spirituel à travers la science. Et je trouve que dans le milieu de l'hypnose régressive, ça manque ça. Si vous faites ça, bah, je pense que vous avez une sacrée plus-value par rapport aux autres, sincèrement. Parce que je pense que ça peut être une médecine en fait. Oui, oui, bien sûr. Moi, j'en suis convaincue. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent complètement sans croyance, sans rien, qui sont en fait des hypersensibles, qui s'ignorent, qui ont peur. Aussi, ouais. Et du coup, c'est coupé en fait. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la connexion. Exactement. En fait. Mais ouais. Mais aussi, ils ont peur parce qu'il y a aussi beaucoup de discours farfelus. Alors que si tu appuies ton discours avec ça, quelle personne va à un moment donné pouvoir remettre en question ce qu'on dit des médecins et des physiciens, et puis s'appuyer par des témoignages et par des choses comme ça, tu vois. Et puis après, si vraiment la personne remet tout en question, on n'est pas là, quand on est en consultation, pour faire un argumentaire sur la physique quantique, tu vois. Donc si elle est complètement obtuse, c'est après potentiellement que c'est une résistance, qu'elle ne veut pas vraiment changer, et là on est sur du recadrage, et après on peut partir dans de la thérapie, avec des éléments un peu de déstabilisation, de provocation, on repart dans autre chose, d'accord? Je ramène le débat ici, ça te va? Mais je sais que ça ouvre plein de portes. Bon, quand on est dans l'idée de, on se connecte
à plein d'informations comme ça revient à ce que disait Laetitia, je ne sais plus comment tu l'as amené, mais c'était cette thématique-là. En gros, dans la vie en général, on peut se connecter à des choses. Ça peut être l'intuition, des synchronicités qui arrivent. Je cite dans le livre de Philippe, c'est écrit « Les phénomènes de l'intuition ou des synchronicités mettent en jeu des informations qui viennent hors de l'espace-temps. Nous vivrions dans un champ d'informations incommensurable et notre réalité collective ne serait qu'une parcelle infime de ce champ d'informations dans lequel chaque conscience vient puiser une partie cohérente avec le tout. » Bon, c'est vrai qu'il n'y a rien acheté dans tout ce qui est dit là et que c'est tout de l'information. Et en gros, plus simplement dit, quand vous vivez, comme je vous disais, des intuitions, c'est-à-dire tout à coup vous pensez à quelqu'un, ça fait 1 an et demi que vous ne l'avez pas vu, 5 minutes après il vous écrit, là je dirais que la notion de hasard elle est plutôt dans le paradigme des gens qui pensent que la conscience s'éteint en même temps que la mort du corps, d'accord ? Là, dans notre paradigme de la conscience est extraneuronale, clairement, une intuition, une synchronicité va venir de l'information dans le quantique et va venir se matérialiser là. On peut imaginer, c'est des présupposés, mais que la conscience aurait envoyé un message qui aurait été envoyé à l'autre personne à laquelle vous avez pensé, un peu même de façon sans même le vouloir en fait, et puis que l'autre aurait entendu et donc du coup vous aurez écrit, ça pourrait être ça. Simplement, l'idée c'est conscience, radio, on change les fréquences, tiens on pense à quelqu'un, ça envoie une information dans le champ quanto-gravitationnel, ça arrive à l'autre personne, potentiellement c'est ça. Ou ce qui s'est passé en séance. Avec le monsieur, on fait un travail sur une mémoire en lien avec une ligne temporelle qui est en lien avec sa fille, il libère quelque chose, et là ça va interagir avec la conscience de sa fille qui était même à l'autre bout de la planète, je crois. D'accord ? Ça va tout le monde ? L'information du vide serait connectée directement à notre cerveau via des structures vibratoires quantiques correspondant à la psyché, c'est autrement dit ce que je vous ai dit, consciente et subconsciente. L'information du vide contiendrait l'ensemble des potentiels non manifestés. En hypnose régressive, nous pouvons dire que nous proposons aux consultants un état modifié de conscience, propice à aller chercher de l'information hors espace-temps. Ça parle de ce qu'on a illustré avec ton exemple, tu vois. L'information du vide contiendrait l'ensemble des potentiels non manifestés. Par exemple, ligne temporelle où tu as ton être du passé, tu sais, qui interagit sur ton présent. Du coup, si là, dans ton présent, tu décides, toi, de changer et d'aller interagir avec cet être du passé, tu vas manifester un futur qui existe déjà, mais qui n'était pas manifesté avant que tu fasses ce travail-là, tu vois. C'est-à-dire que tu changes de ligne temporelle, donc tu vas manifester un autre futur. Ok. Et Philippe Guimand parle du futé lumineux, je trouve que c'est beau comme terme, pour dire en gros, je choisis dans mon présent d'interagir avec le passé qui me pose souci pour tendre vers un futur le plus joyeux qui soit, lumineux, le futé lumineux, qui va me mettre en joie en fait. Tu vois ? C'est à ce moment-là qu'on casse un schéma répétitif. Autrement dit, on change de ligne temporelle, on recalcule la direction. C'est chouette parce que du coup, ça enlève toute fatalité en fait. Tout est possible. Le fatalisme du destin, du coup, finalement, n'a plus de sens quand on regarde ça comme ça. On est sans arrêt en train de recalculer son GPS en fait. Et ça nous responsabilise drôlement, en plus. Exactement. Après, ça demande un travail sur le jugement, les peurs, les croyances. Mais quand on fait ça, en fait, on se rend compte que du coup, tout ce qu'on nous a raconté dans l'enfance, potentiellement, ça peut être enfermant ou ça va nous emmener dans une direction qu'on n'aurait pas forcément pris. Et c'est comme ça qu'il y a des personnes à 50, 60 ans se réveillent et se disent, mais finalement, tous les choix que j'ai faits dans ma vie, ils ont été programmés par d'autres personnes que moi. Et là, maintenant, que ma vie s'arrête, entre guillemets, mon activité pro, que je n'avais même pas choisie, puisque c'est mes parents qui m'ont décidé de faire, que je sois, par exemple, j'en sais rien, ingénieur. Et à aujourd'hui, je suis qui, finalement ? C'est pour ça qu'il y a des gros chaos et des grosses dépressions, parce qu'à un moment donné, on ne sait plus, en fait. Ouais. Puis d'accepter de ressentir cette émotion. Il y en a, ils ne ressentent pas forcément les émotions. Et là, dans l'hypnose, de faire remonter cette émotion qui est un cadeau pour prendre conscience de ce qui se passe et ce qui se joue à ce moment-là, pour pouvoir justement
faire autrement pour Exactement. cette ligne. Tu redeviens d'intuition. souverain de ton existence et de ton incarnation. Parce que dans l'idée de tout ce qu'on se raconte là, c'est qu'on est des êtres spirituels, des consciences en fait, spirituelles, incarnées dans une carcasse terrestre en fait, une incarnation terrestre pour expérimenter. Parce que si on, par exemple, sans passer par l'hypnose, si aujourd'hui on est quelqu'un qui ne ressent pas les émotions, on va passer à côté de peut-être ce qu'on fait tous les jours sans savoir qui c'est qui décide de ce On qui est se comme passe. en pilotage Oui. automatique. Si déjà la personne ne ressent pas ses émotions, c'est qu'à un moment donné, potentiellement, elle a appris à s'en couper. Parce que normalement, quand on arrive bien constitué sur Terre, on ressent les émotions. Tu vois, donc il y a ce travail-là de tiens, déjà, qu'est-ce qui t'a coupé Les ça mauvaises, quoi, ce qu'on qualifierait de c'est désagréable, je me suis toujours coupée de ce qui est désagréable. Après, c'est aussi une capacité à se protéger. Parce que bon, il y a des traumatismes qui font que parfois il vaut mieux plus ressentir. Parce que la conscience a appris que ressentir, ça fait souffrir. Donc à un moment donné, l'être humain n'aime pas souffrir, il va plutôt se couper du ressenti. Moi, il ne ressent plus, il ne souffre plus. Ça cause après en effet d'autres problèmes. Puis là, le GPS recalcule un peu comme j'imagine au hasard, hein, si le hasard existe, la trajectoire. Ou par rapport à un point donné qu'on lui a donné dans le passé. Ça va ? Alors. Bon, ça, c'est ce qu'on vient de se dire. La mécanique de la conscience. On va lire ensemble. Là, ça va parler, je ne sais plus qui posait la question sur le corps. Ah, je ne sais plus. Tiens. Mais en tout cas, ça va prendre forme. Il y avait une personne qui a posé une question là-dessus. Voici les principes sur lesquels la mécanique de la conscience en évolution avec l'espace-temps échangerait de l'information selon la physique. Autrement dit, c'est ce qu'on s'est dit hein, avec la radio. C'est page 17. Et vous avez le schéma, je crois qu'il est juste derrière. 18. Je sais pas, la 18. Ah, par 17, ouais. Après, c'est le texte et vous avez l'illustration derrière. Donc là, c'est l'illustration que vous retrouverez dans le manuel de Philippe Guimand, dans la physique de la conscience. Je lui ai demandé d'utiliser ces illustrations, il m'a dit que j'étais autorisée à le faire. Voilà. Bah, non, et puis en plus de ça, tu vois, j'ai demandé aussi par correction. Alors, ça nous donne une idée du processus dans le cadre d'une séance d'hypnose régressive, mais également dans les choix que nous devons faire dans nos vies, puisque cette mécanique est présente à chaque instant. C'est un peu ce qu'on vient de se dire là. Hein. Il y a 3 principes et niveaux de la mécanique de la conscience, on va les décortiquer ensemble. Principe, donc le niveau 1, qu'on va nommer le soma, il est juste là. L'idée que la psyché équivaut au champ vibratoire quanto-gravitationnel présent à l'intérieur du cerveau et dans le reste du corps, on peut dire que la ligne temporelle reste figée. Cela correspond à l'ego, nous l'appellerons soma, la conscience mécanique. Seules les vibrations du soma sont figées dans le temps ordinaire, ce qui correspond à la matière. Cela fait penser à certaines traditions orientales qui citent la réalité comme une cristallisation de la conscience. D'accord ? Donc en gros, là, c'est le corps, le soma. Je vais vous l'exprimer d'une autre manière. Quand on rumine, quand on a des émotions, des pensées, à force, toutes ces pensées-là, à un moment donné, descendent dans le soma et dans le corps. Et donc, du coup, ça se cristallise sous format de maladie, par exemple. Donc ça, c'est une ligne temporelle qui est plutôt rigide, en fait, qui ne bouge pas. C'est compliqué d'aller nettoyer cette partie-là. Juste, retenez que ça a tendance à être rigide, en fait, ça ne bouge pas. Difficile d'y mettre en action. Donc ça, c'est le corps. C'est pour ça qu'en médecine chinoise, on a plutôt tendance à faire de la médecine préventive plutôt que curative, comme nous dans notre cher pays. On va plutôt aller soigner les maladies, mais on ne s'occupe pas du corps avant qu'il tombe malade. En gros, vous voyez. Bon, en gros, là, c'est le corps, c'est le soma. Ensuite, niveau et principe 2, le principe d'émission d'un message d'information provenant de l'extérieur de l'espace-temps à la suite de la perception d'une intention par la conscience, ayant entraîné l'excitation de potentiel du vide quantique. Autrement dit, le cerveau accuse réception d'une intention par une décision qui excite le vide.
c'est le moi capable d'évoluer grâce à une connexion au soi. Ce n'est pas de la confusion, mais c'est vrai qu'il n'y a rien acheté dans cette phrase. Infusez-la, méditez-la, respirez-la. Donc on est là, le moi du cerveau. On va le relire ensemble. Ouais. Le moi, c'est le capable d'évoluer grâce à une connexion au soi. Donc c'est le pouvoir d'intention ici, la psyché consciente en fait. C'est le vouloir. On veut bouger. Mais il n'en est pas encore réellement capable, en fait. C'est en allant se connecter à au-dessus qu'il va aller bouger. Et celui-ci, c'est aussi celui qui a toutes les pensées, les jugements, les croyances, en fait. D'accord? C'est votre partie qui se juge et qui a toutes ces croyances. Donc là, vous pourriez mettre à côté, par exemple, jugement, plus ou moins conscient. Vous voyez, c'est ça, en fait, c'est cette partie consciente-là. Qui reçoit les alarmes. Donc, on reprend juste la première phrase. Le principe d'émission d'un message d'information provenant de l'extérieur de l'espace-temps à la suite de la perception d'une intention par la conscience ayant entraîné l'excitation du potentiel du vide quantique. En gros, une intuition, quand elle arrive, elle va arriver de là. Et le moi va être capable de le recevoir si il a élargi le temps de la conscience par ici. Autrement dit, s'il a ralenti son cerveau, enfin ses fréquences cérébrales, si on va être précis. D'accord? Si on est en mode bêta, les fréquences cérébrales bêta, c'est-à-dire je ne réfléchis pas, je ne laisse pas de temps, je remplis tout le temps, mes fréquences cérébrales sont toujours à fond, comme ça, ben là, ça passe pas en fait. C'est pour ça qu'on va demander à la personne à un moment donné de prendre le temps, sans dire de se relâcher ou de se détendre, mais ferme les yeux, observe, élargit le temps de la conscience. Et donc là, si on élargit, entre les pointillés, ça passe. D'accord ? Être présent, quoi. Comment ? Être présent et conscient. Être présent à soi. Ouais. Et donc du coup, ici, ça demande d'avoir, j'ai envie de dire, une certaine conscience que... L'éveil. Ouais, alors l'éveil, c'est pareil, c'est un concept, tu vois, une certaine conscience des jugements, des croyances, et de se dire, ok, mon mental parfois me dit de ne pas prendre le temps, mais je vais quand même le prendre, parce que si je reste bloqué dans le j'ai toujours un truc à faire, au lieu de donner du temps à ma conscience, là ça devient hermétique, et du coup ça passe pas entre les deux, tu vois. Il est sympa ce chapitre, hein. Moi j'adore. Je l'en veux. Alors, ensuite, il y a le principe et le niveau 3 ici, de soi. Le principe de réception à l'intérieur de l'espace-temps d'information, c'est l'ouverture au libre arbitre qui ne peut être exercée seulement si le moi, ce que je viens de vous dire, conscientise les informations en tant que récepteur de qui il est, en dehors des jugements, des croyances et tout. Quand on sait qui on est, c'est quand on a conscience qu'un être du passé nous embête la vie dans le présent. Tu vois, c'est ça. En gros, quand je vous disais hier, apprendre à écouter qui parle à l'intérieur de vous, et ben c'est ça en fait. D'accord ? Et le subconscient, quelle est la différence entre le subconscient et l'inconscient ? Alors là, c'est deux mondes différents en fait. Hein. Là, je dirais que c'est la trajectoire entre l'information qui provient de hors espace-temps et qui va se permettre de rentrer à l'intérieur, tu vois. Mais c'est deux paradigmes différents en fait. Ouais. C'est là où je sais que ça peut être un peu confusionnant pour vous. C'est ça. On va relire juste la phrase. Le principe de réception à l'intérieur de l'espace-temps d'information, donc tu vois, quand ça descend comme ça, c'est l'ouverture au libre arbitre qui ne peut être exercée seulement si le moi conscientise les informations en tant que récepteur de qui il est, des informations du soi. L'ouverture au libre arbitre, c'est le fait d'avoir le choix en fait. De se dire que dans son présent, on a le choix d'avoir une autre vie que celle qu'on a. En dehors de ce qu'on pense être les croyances, les pensées limitantes, tu vois. J'ai décidé que dans mon présent, je me sentirai plus humiliée par rapport à ce que je vais faire. Parce que je suis
consciente, mon moi est conscient que c'est un être de moi dans le passé, information hors espace-temps qui est descendue, je suis conscient de ça. Et c'est pour ça que là, dans mon présent, je suis comme ça. Mais par contre, j'ai décidé qu'il y a un autre futur qui est encore pas exploré, qui est sur le plan du potentiel qui existe et dans lequel j'ai confiance en moi ici, je reste dans cette formation et donc du coup je vais aller prendre ce futur-là. Là, c'est un moi qui est pleinement conscient de qui il est et donc il est capable de recevoir de l'information par ici parce qu'il a élargi sa conscience. Ça va? Ça va, Christine aussi? Oui, ça vous paraît. Est-ce que ça vous paraît clair? Ben, autant moi je comprends que la conscience mécanique c'est le corps, c'est le véhicule qu'on habite, hein, c'est celui qu'on dirige tous les jours. La conscience, on la caractérise par tous nos organes parce qu'on est capable d'évoluer, de ressentir. Ouais, alors les organes, tu vois, ça serait plus encore de l'ordre du soma. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que là, c'est la partie corporelle, la cristallisation, en fait, dans la matière, le corps, c'est le corps, d'accord, pas plus loin que ça. Le moi, c'est la pensée qu'on a de notre présent, qui est plus ou moins conscient que ce qui est là dans le présent est déterminé par du passé ou du futur, en gros. Des gens qui ne sont absolument pas conscients de ça, là, c'est hermétique, c'est-à-dire qu'ils ne permettent pas à leur soi d'envoyer de l'information en espace-temps. Clairement, quelqu'un qui pense que la conscience est produite par le cerveau et qu'après la vie, c'est la mort et que c'est le néant, là, c'est hermétique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'information qui ne passe pas. Ben non, parce que pour lui, de toute façon, il a une vie qui est basée sur le déterminisme. Le déterminisme, c'est en gros, on vit, on meurt, il y a un passé qui n'est plus, un présent qui est et un futur qui n'existe pas encore. Le temps est linéaire, l'information hors espace-temps ne peut pas passer. Hermétique. Et en général, ces gens-là, quand ils vivent une épreuve de vie qui les ébranle, là, il y a quelque chose de fort qui se passe, la structure est complètement bouleversée, hein, ce qu'on a vu en rupture paterne, mais par la vie, hein, j'ai envie de vous dire. Et donc du coup, là, en général, la structure est tellement déstabilisée qu'on n'est plus sûr de rien, tout ce qui était n'est plus. Et là, il arrive qu'il y ait une ouverture qui se passe. Et c'est des gens qui reçoivent de l'information, des intuitions. Et tout à coup, c'est comme s'ils voyaient la lumière, en fait. C'est tellement fort et pour eux tellement improbable qu'il y a ce qu'on appelle l'éveil. C'est Aurélie? Ouais, j'entends. D'accord. Là, c'est là où on parle d'éveil, à mon sens. C'est qu'il y a une ouverture qui se passe, en fait. Puis après, il y a même des gens qui vivent l'illumination parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent d'un coup que là, tout descend d'un coup, en fait. Hein. D'accord? En gros, c'est ça que je veux vous reteniez de ce schéma-là. C'est ce qui se passe, en fait. Vous, quand les gens viennent vous voir en séance d'hypnose régressive, ils vont, en tout cas, apprendre à élargir le temps de la conscience, ici. Ils vont apprendre. Parfois, pour certains, ça sera inné. Ils n'auront jamais essayé par eux-mêmes, donc ils vont, tout à coup, ça se fait. Puis il y en a d'autres, et ben, il faudra leur apprendre à faire. Vous, votre rôle, il est là, en fait. Puis après, quand vous avez fait une première séance, que vous avez fait un premier trou d'ouverture ici, vous allez pouvoir agrandir encore. Et puis après, l'idée, c'est simplement de l'exploration et de la navigation entre l'esprit et puis ici le moi. Pour revenir à ce que tu disais, Aurélie, tu me disais, mais attends, les croyances et tout. Plus tu aides la personne à ouvrir ici, plus la personne accède à l'esprit. L'esprit qui peut prendre n'importe quelle forme. L'ange, Dieu, des fées, la source, l'univers. Les gens qui croient en pas grand-chose, entre guillemets, moi je leur parle de l'univers. C'est un fait incontestable, l'univers. Ouais. Peu importe en fait. Dialogue avec l'ange va vous parler de l'esprit. Ok. Donc en gros, tout ça là, vous voyez, l'ordre espace-temps, c'est vraiment tout ce qui est de l'ordre du champ des réalités non manifestées. D'accord?
Est-ce que ça va? Ça va. Ok. Donc quand on a compris ça, on peut en arriver là. Vous allez l'aimer celui-là. Donc là encore, physique de la conscience illustrée chez Philippe Guimand, toujours. Voici un modèle de l'âme où elle est considérée comme une interface entre le corps matériel, le soma, d'accord, donc ce qu'on a vu juste avant, hein, là, vous rappelez la première base, et une source d'information extérieure à l'espace-temps, l'esprit, qui agit à travers le soi. En fait, ça reprend les mêmes. Je vais vous faire des alternances entre les deux schémas, mais vous les avez sous le. Ok. La conscience serait captée à travers la ligne temporelle vécue, celle du moi. D'accord, le petit point bleu. Le présent a donc pour particularité d'être le seul point du temps où peut avoir lieu l'apprentissage de l'âme elle-même. Comme nous l'explique Philippe Guimand en ce qui concerne la mort physique qui a pour effet de rompre le lien entre la conscience et le soma, d'accord. Il n'y a aucune raison pour que l'âme constituée par le moi et le soi soit détruite dans cette opération. La logique veut en effet que, puisque le lien est rompu par impossibilité fonctionnelle, la conscience du moi puisse rejoindre celle du soi, ce qui correspondrait à la traversée du fameux tunnel des expériences de mort imminente. C'est assez incroyable, non? Bah, pour moi, le schéma, il n'est pas très clair. Alors, on va l'expliquer. On va l'expliquer. Mais ce que je comprends, là, c'est ta vie, c'est voilà, c'est les parties bleues, les petites bulles bleues. Je te l'illustre. Ouais. Regarde, là, c'est le soma, c'est le corps, d'accord? Si vous reprenez le schéma d'avant, on est mais sur une autre perception pour comprendre les vies simultanées. Là, c'est toi, c'est ta vie, Aurélie, d'accord? Enfin, ton illusion du temps, on va dire. La réincarnation. Ma vie sur toutes les années. Une de tes vies, en tout cas. Et là, une de tes vies, c'est celle où tu t'appelles Aurélie, ouais. Celle qu'on partage ensemble actuellement, d'ailleurs. Okay. On est embarqué dans la même expérience terrestre dans cette ligne temporelle, mais peut-être qu'on fait la fête dans une autre ligne temporelle, on ne sait pas. Qu'on est en train de se prendre la tête là, à essayer de comprendre ce qu'on fout là, en fait. Ici. En tout cas, on peut se dire qu'Aurélie, toi, t'es là. Ouais. Allez, on va prendre l'exemple d'Aurélie, l'âme d'Aurélie. D'accord? Aurélie, son âme, elle est là, en fait. On va dire que l'âme d'Aurélie est là. Mais Aurélie, elle, sa vie, c'est là. C'est un moi. Mais par contre, Aurélie, enfin l'âme d'Aurélie, elle a plusieurs incarnations en même temps, en fait. Vous avez compris, le temps n'existe pas, hein, je ne vais pas vous le redire à chaque fois. Et donc, du coup, elle vit plusieurs vies en même temps, en fait. Là. Donc, les vies en parallèle, c'est les 4 bulles bleues? Exactement. Ok. Donc, l'âme d'Aurélie est là. L'âme d'Aurélie, elle, donc ça c'est comme la conscience supérieure en fait, quand on va s'adresser à la partie sage d'Aurélie, c'est elle en fait, c'est son soi. Et toutes les sources d'apprentissage que les moi sont en train de vivre dans les différentes vies d'Aurélie sont ramenées au soi qui ensuite sont ramenées à la source. Okay. Ça va. Parce que Dieu a besoin d'expérimenter sur Terre en fait finalement ce qu'il est. C'est en gros ça qui revient à chaque fois de tout ce qu'on entend en fait sur la manifestation du divin. Il a besoin d'expérimenter ce qu'il est par des incarnations différentes comme ça. Et donc à chaque fois, la source d'apprentissage est remontée à la source. Donc là, les différentes vies d'Aurélie sont dans les moi, qui sont à chaque fois embarquées dans une ligne temporelle par le soma. Chacun est dans un soma en fait. Ça va? En tout cas, ce qu'exprime là Philippe Guimand, c'est que dans ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a aucune logique il n'y a aucune raison que l'âme en fait soit détruite dans l'opération du corps matériel. C'est-à-dire que le corps, quand il meurt, lui, l'âme, elle n'est pas détruite. En fait, elle remonte plutôt par là, en fait, elle remonte au soi, pour ensuite remonter à la source. Étrangement, ce qu'il exprime, c'est que tous les gens qui font des expériences de mort imminente voient sensiblement ce fameux tunnel, en fait. Celui entre le soi et le divin. Exactement. Là, tu meurs, par exemple, quand tu vas mourir, tu vas remonter là, ouais. Et ensuite tu remontes en fait à la source. Et donc, quand on fait une séance d'hypnose régressive, on peut imaginer que le chemin neuronal est sensiblement la même chose, sauf que le soma, lui, reste en vie en dessous.
ce que j'ai pu remarquer, là ça appartient que moi à mon expérience perso, mais je trouve que c'est intéressant d'expérimenter. À chaque fois que j'ai pu faire vivre une séance d'hypnose régressive à une personne qui avait déjà expérimenté une expérience de mort imminente, bizarrement, il ne fallait pas plus de 30 secondes d'induction pour que la personne parte très très vite, très très loin, et c'était toujours la même chose qui revenait à chaque fois. C'était j'ai vécu la même sensation que quand j'ai vécu mon EMI durant votre séance. Donc elle ressent la chaleur. Alors elle parlait pas forcément de chaleur, mais c'était une grande lumière et l'amour, surtout cet amour inconditionnel. Ils ont tous la même réaction. Les gens qui ont fait des EMI, qui vivent les séances d'hypnose, c'est tout à coup ils ont les bras qui se lèvent. Ils ont tous fait ça. J'ai eu une dizaine de personnes qui ont des expériences comme ça, et puis ils m'avaient pas forcément dit qu'ils avaient fait des EMI avant de vivre la séance. Et donc du coup, qui tendent les bras et puis qui vivent une expérience d'amour qui est juste indescriptible, avec énormément d'émotions, la joie, la transcendance, tout ça. Et la connaissance. Et alors la connaissance, ouais. La connaissance, je sais pas à chaque fois qu'on me l'a rapporté, tu vois, mais il y a toujours eu au minimum l'amour, la joie, une émotion qui transcende, tu vois, et les mains qui se montent vers le ciel. Donc là, c'est que, ça emmène que moi et ma vision, mais je me suis dit à quel point, en fait, finalement, ils n'ont pas juste tracé un chemin neuronal qui est tellement puissant durant cette EMI, que maintenant, quand on ralentit les fréquences du cerveau et quand on resuggère quelque chose, tout à coup, ça reprend le même chemin. Et du Ça, coup, c'est que mon analyse. Hein. ces gens qui reviennent de ces expériences, ils reviennent avec un état de conscience où il y a l'éveil du coup qui existe, et ils sont tout le temps connectés. Enfin, la majorité des témoignages, c'est qu'ils ont débloqué un truc et ils reviennent tous avec ce qu'on appelle un don, entre guillemets. Ils vont faire des rêves, ils vont ressentir les choses, ils vont revenir avec une Ça paraît clairvoyance. logique quand on comprend ça, Ouais. finalement, parce qu'ils passent du temps là. Ouais. Et donc, du coup, quand là, on ne sait pas trop ce qui s'y passe finalement, mais en effet, on leur donne des indications, des enseignements, ils reviennent avec des capacités. En fait, quand ils reviennent, ils ramènent de l'information hors espace-temps. Et cette information-là, ça peut être des capacités. Je sais qu'il y a des gens qui arrivent tout à coup à jouer un instrument de musique de façon juste incroyable, alors qu'ils n'ont jamais appris la musique avant. Ils reviennent, ils savent parler une langue étrangère. Enfin, voilà, il y a plein de témoignages. Qui, du coup, c'est vrai que c'est un peu une insulte, à mon sens, pour ces gens-là, quand on dit que finalement la conscience n'est pas extra-neuronale, parce que il y a trop de témoignages en fait. Et je trouve que cette illustration-là matérialise bien justement ce concept, en tout cas, des vies. Et j'ai plus envie de parler de vie antérieure, parce que quand on voit ça, on parle que de vie simultanée en fait. Hein. Ça va.